Voilà. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va vite faire et essayer de libérer l'antenne. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout top pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur monde, on appelle moi Boum laisse-moi mourir 5 plein droit de patrie, nos camarades des la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce qui se passe. Voilà, ça fait un bon moment que Guéguin, il n'est pas sur Facebook, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, nous revenons aujourd'hui pour recommencer. Si Facebook ne me chasse pas encore, parce que c'est un peu bizarre envers Facebook. Voilà, alors, salut à tous ceux qui sont connectés et à toutes celles qui sont connectées en ce moment. Alors, je vous salue. Vous avez la plus grande salutation venant du Guéguin complet tout terrain. Vous l'avez. Et donc, je dis comme titre, Alassane Ouattara est en froid avec le président Emmanuel Macron. Le président, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, est en froid avec le président français Emmanuel Macron. Et comment le coup d'État, comment la rébellion de Guillaume Soro a été maîtrisée pour l'instant, je dis bien pour l'instant, par Ahmed Bakayoko. Donc, il faudrait qu'on en parle de ces deux sujets, c'est très important. Alors, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ça ne va pas. Ils sont un peu en froid. Je vous informe que le mois prochain, Macron va recevoir Soro Guillaume. Chose qu'il ne voulait pas faire. Il va recevoir Soro Guillaume pour en ce qui concerne les élections de la Côte d'Ivoire de cette année 2020. Pourquoi Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ça ne va plus trop? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que Macron n'a pas accepté, qu'il n'a pas cautionné. Avant tout allait très bien. Macron n'avait même pas de choix pour Soro Guillaume. Il ne voulait même pas sentir Soro Guillaume. Il détestait Soro Guillaume. Il voulait que Alassane Ouattara soit encore un nouveau candidat. Mais je vais vous informer qu'Alassane ne sera pas encore candidat. Je vais vous informer dans le développement. Je vais préciser certaines choses. Donc, il était d'accord avec Alassane. Chose qu'il a faite, il s'est déplacé en personne pour aller en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas même. Sa date d'anniversaire, on l'a trouvé. Et ça a été fêté là-bas avec les autorités ivoiriennes. Alors, suite à ça, Emmanuel Macron a envoyé Alassane Ouattara lors du sommet des pays africains qui avaient un projet de la création d'une monnaie commune. Il avait envoyé Alassane Ouattara pour faire part de la vision française à ces autres pays, à tous les pays qui avaient cette vision. Alors Alassane Ouattara s'est déplacé pour aller donner, faire valoir la voix de la France au sommet des pays africains. À cette réunion, Alassane Ouattara, à son retour, il a fait croire au président français que tout allait bien et que les autres pays étaient d'accord. Je dis bien, ses homologues, que ce soit le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, ainsi que tous les autres pays francophones et anglophones étaient d'accord. Donc, lui et le président français ont fait une déclaration commune à Abidjan concernant la monnaie ECO. Or, ce nom ECO n'a pas été choisi par la France. Ça a été choisi par tous les pays africains qui avaient le projet de créer une monnaie commune. Donc, ils ont décidé d'appeler cette monnaie ECO. Maintenant, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron font une déclaration commune en disant que cette nouvelle monnaie sera fabriquée et que les Africains auront leur propre monnaie qui se fera appeler ECO et que cette monnaie sera fabriquée en France, mais l'argent ne sera plus gardé dans le trésor français
et aussi les représentants de la France vont se retirer des différentes banques africaines. Et ils ont fait cette déclaration. Donc Alassane a fait croire à Emmanuel Macron que ses homologues étaient déjà d'accord. Or, chose qui n'était pas vraie. C'était pas vrai, c'était pas vrai, c'était du mensonge. Alors le lendemain, les autres pays ont contesté. Et ils ont dit non, ils ne reconnaissent pas cela. La déclaration commune, Macron et Alassane Ouattara, eux, ils ne reconnaissent pas ça. Et donc, ils voulaient porter plainte. Comme quoi Alassane voulait boycotter cette idée commune de vouloir créer une monnaie commune qui se fera appeler ECO. Et que pourquoi Alassane et Macron ont coûte que coûte choisi le nom ECO. Et qu'ils n'étaient pas d'accord sur ça. Donc, ils ont stoppé cette histoire de création de monnaie. Vous voyez, la monnaie allait sortir cette nouvelle année, 6 mois, durant les 6 premiers mois de cette nouvelle année. C'est là, réellement, l'ECO allait sortir. Mais suite aux déclarations d'Alassane et Emmanuel Macron, ils ont stoppé d'abord le projet. Ils vont encore étudier d'autres pistes. Donc, eux, ils disent que non, ils ne sont pas d'accord que la monnaie soit fabriquée en France. Ils veulent que cette monnaie soit fabriquée en Afrique et que le trésor ou l'argent doit être gardé, cette monnaie ECO, la banque doit se trouver sur le territoire africain et aucun représentant français ne doit être présent dans ces banques. Alors, chose qui n'arrange pas la France. Donc, la France a compris que ce que Alassane lui avait fait croire, c'est-à-dire Macron qui représente la France, c'est que Alassane leur avait fait croire que les autres étaient d'accord. Ils constatent, Emmanuel Macron constate que c'est du mensonge. Et donc, du coup, il entre dans une colère noire contre Alassane pour dire Alassane a roulé dans la farine. Alors, du coup, il cherche maintenant une autre piste, il se retourne vers Soro Guillaume. Parce qu'il voit que l'Afrique est en train d'échapper à la France. Parce que la France ne veut pas que cette nouvelle monnaie soit mise sur pied sans que la France n'ait son mot à dire. Or, chose qui est difficile, les pays anglophones, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Amérique, soutiennent les pays anglophones, puisque ces pays sont des colonies anglaises. Et donc, ces pays ont le soutien d'Angleterre et de l'Amérique. Et ce sont ces deux pays, Angleterre et Amérique, qui poussent les pays africains anglophones de créer leur monnaie commune. Et dans cette monnaie commune, ils veulent entraîner les pays francophones là-dedans. Or, les pays francophones, ils voient en ça une très bonne idée. Donc, ils veulent s'intégrer dans cette nouvelle monnaie. Or, la France, qui a dominé ces pays francophones d'Afrique pendant longtemps, sur le plan économique, militaire et consort, se voit déjà perdre son hégémonie sur ces pays. Si jamais les pays francophones intègrent cette idée commune de la création d'une monnaie unique africaine, ça devient un danger. Et si la France ne contrôle plus cette monnaie, mais où est-ce que la France peut encore prendre de l'argent pour dire, bon, on va garder 50% de vos revenus? Ça devient un problème. Donc, ça va affaiblir l'économie française. Donc, la France voulait avoir son mot à dire. La France voulait que l'argent soit fabriqué sur le territoire français. Comme ça, la France allait toujours avoir son pourcentage. Chose que les pays anglophones refusent parce que ces pays sont soutenus par l'Amérique et l'Angleterre qui leur demandent de ne pas accepter cette proposition. Donc Macron, il voit là un échec, il voit là un danger. Parce que si les pays anglophones africains créent une monnaie commune, d'autres pays francophones vont dire, bah, nous on veut intégrer cette nouvelle tendance, cette nouvelle vision économique, on veut intégrer ça, donc on abandonne le franc CFA. Et donc du coup, ça va être un danger. Et s'ils abandonnent le franc CFA, mais les pays anglophones risquent de soutenir ces pays francophones au détriment de la France. Puisque si l'Amérique et l'Angleterre soutiennent ces pays pour intégrer cette zone commune, au contraire, c'est le budget des pays anglophones, Angleterre et l'Amérique, qui vont se gonfler au détriment de la France. Donc la France voit en cela un danger. Alors elle se dit, mais c'est que Alassane nous a menti. Alassane nous a poussé à faire une déclaration commune, soit disant tout allait bien. Et après avoir fini de faire cette déclaration, on voit certains pays, nous Français, on voit certains pays fuir, refuser cette déclaration commune et s'opposer à cette déclaration. Donc, la France a essayé de rentrer en contact avec le Nigeria. Le président nigérien a envoyé des représentants à l'Élysée pour leur faire part de leur opposition vis-à-vis de cette déclaration commune faite par le président ivoirien et le président français. Et ils ont montré leur vision.
leur projet. Donc, la France a compris que non, c'était du mensonge. Alors, Emmanuel Macron rentre dans une colère noire contre Alassane. Mais il ne peut rien faire pour le moment. Il ne peut rien faire puisqu'il y a un problème. La Côte d'Ivoire a connu une crise il n'y a pas si longtemps. La France est dans un dilemme. La Côte d'Ivoire a connu une crise face à Gbagbo et Alassane. Et la France a intervenu en faveur du président Alassane, en disant que Alassane est démocrate et tout. Bon, suite à ça, l'affaire Gbagbo n'est pas encore finie. Les Ivoiriens ont encore un souci entre leurs dirigeants. Et voilà encore un problème, un malentendu entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais la France, cette même France ne peut pas encore battre campagne pour dire Alassane est mauvais, ceci. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous voulez à la Côte d'Ivoire au juste? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous aviez dit aux gens que la Côte d'Ivoire était... si la Côte d'Ivoire était dirigée par un homme comme Alassane, ça allait être bien pour l'humanité tout entière. Et que Alassane était un démocrate, il était bien. Mais il n'a même pas encore duré, il a fait déjà 9 ans. 9 ans d'abord, parce que c'est 9 ans il a fait, il n'a pas atteint ses 10 ans. Il a fait déjà 9 ans, et vous commencez à crier qu'il est dictateur comme ça. Et donc, les gens vont comprendre qu'il y a un problème. Donc, du coup, ils sont obligés de faire bas la terre. Ne pas trop crier. Mais leur stratégie, c'est de mettre la pression sur le gouvernement ivoirien et épauler Soro Guillaume. Écoutez, avant les élections, Soro Guillaume rentrera en Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui est prévu. Ils vont faire rentrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Mais qui va apporter le soutien à Soro Guillaume pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Ça sera le gouvernement français. Parce que la France joue un double jeu. Il faudrait que les gens le sachent. Militants du RADP, cadre du RADP, vous devez savoir une seule chose. La France est en train de jouer un double jeu. Et le piège que la France avait tendu Laurent Gbagbo lors des élections présidentielles de 2010. La France a dit à Laurent Gbagbo, organise les élections, et que tu es favori, tu fais partie des favoris et tout. Et Laurent Gbagbo, croyant cela, il allait aux élections. Et suite à ça, il a été battu copieusement. Alors, c'est ce même piège, ils veulent tendre les membres du RADP. Non seulement ils vont demander à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les autorités ivoiriennes, de lever le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et essayer d'ouvrir le jeu politique pour que tout le monde puisse participer. Pendant ce temps, derrière, ils vont soutenir Guillaume Soro et ils vont tout faire pour que ce dernier aille au deuxième tour. Et lors du deuxième tour, Soro Guillaume va se retrouver avec les membres du RADP. Sachant bel et bien que Bédié, il sera aussi manipulé par cette même France qui va exercer une pression sur Bédié pour dire soutiens le candidat Guillaume Soro. Et vous-même, vous le savez, Bédié c'est un peureux. Et le deal qui lie Bédié et Soro, ça veut dire entre les deux, lui qui perd, il soutient celui qui passe. Donc dans tous les cas, Bédié il va tomber au premier tour. Le deuxième tour, il sera obligé de soutenir Soro Guillaume. Qu'est-ce que les Français vont dire? Ils vont dire, mais une coalition de telle taille ne peut pas être battue par les membres du RADP. Donc, du coup, ils vont tout faire pour dire Soro Guillaume a gagné. Et vous connaissez Soro Guillaume. Quand il s'agit de ce genre de choses, il est tellement zélé, il est tellement excité. Il ne va même pas proclamer les résultats, il va s'auto-proclamer président, il va s'auto-proclamer vainqueur. Et dès lors que Soro Guillaume va essayer de sillonner les médias, il va déclencher un conflit médiatique. Parce qu'il va poster des gens partout pour dire, pour faire croire aux gens, le monde entier, que lui, Soro Guillaume, il a gagné. Et que ce qu'ils sont en train de préparer, c'est un ordre d'ordre électoral. Et que lui, Soro, il ne va pas accepter. Donc, avant même que les résultats ne sortent, Soro Guillaume, il va s'autoproclamer président pour essayer de mettre en difficulté les membres du RADP. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce coup-là, ils sont là préparés. Au cas où les membres du RADP refuseront de quitter le pouvoir, Soro Guillaume aura la légitimité de déclencher la guerre parce que ça a été toujours son but. Il n'avait pas voulu que les élections arrivent pour qu'il déclenche une rébellion. Mais puisque Ahmed Bakayoko a su déjouer ce petit coup, alors Soro Guillaume est dans un pétrin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tend le second pied, c'est-à-dire le plan B. Aller aux élections, deuxième tour, et contester les résultats, s'auto-proclamer président avant même la proclamation des résultats et demander aux autres de reconnaître sa victoire. Et si les autres refusent, alors il aura la légitimité de déclencher sa guerre qu'il voulait déclencher pendant longtemps. Donc voici un peu ce qui se trame dans les coulisses. Voici ce qui se trame.
Donc, il y aura une rencontre entre Emmanuel Macron et Soro Guillaume. Je tiens à informer aussi les membres du RADP que Soro Guillaume est protégé par cette même communauté internationale et même d'ailleurs la France. Parce que pour ceux qui sont ignorants, qui ne comprennent pas, ils pensent qu'Alassane est toujours soutenu par la France. Non, il y a un problème, il y a un grand désaccord entre la France et le gouvernement ivoirien. Il y a un souci, il y a un souci grave. Vous savez, Blé Goudé à ce temps, il n'avait pas eu, c'est-à-dire la communauté internationale n'avait pas eu besoin d'un mandat d'arrêt international venant de la Côte d'Ivoire pour lancer le mandat d'arrêt contre Blé Goudé. Le mandat qui a été lancé contre Blé Goudé, ça ne date pas de 2010, mes frères. Il est jugé, mais réellement, ça ne date pas de 2010. Blé Goudé, il y avait déjà un mandat d'arrêt contre lui avant même en 2010. Ça veut dire que les gens ne savaient pas, les Ivoiriens ne savaient pas qu'il allait avoir une crise post-électorale en 2010. Mais Blé Goudé était déjà poursuivi par la Cour pénale internationale. Donc, ceux qui font des erreurs pour dire article 125, les brûlures des trucs, des gens de Yopougon, c'est ça qui a provoqué le mandat d'arrêt contre Blé Goudé à la CPI, c'est du mensonge. Blé Goudé était déjà poursuivi avant qu'il y ait la crise. Donc, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, Blé Goudé était interdit de voyager. Et s'il sortait de la Côte d'Ivoire, n'importe quel pays au monde, là où il allait se rendre, Interpol allait l'arrêter et le transférer à la CPI. Donc, la communauté internationale n'avait pas attendu à ce qu'il y ait crise post-électorale pour dire Blé Goudé est coupable des crimes en Côte d'Ivoire. Non. Cette même communauté internationale détestait le visage de Blé Goudé, haïssait Blé Goudé avant même que 2010 en arrive, avant que les élections aient lieu. Et cette même communauté internationale avait auto-saisi la CPI et cette dernière avait lancé un mandat d'arrêt contre Blé Goudé, sachant bel et bien que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore intégré totalement la CPI. Donc vous comprenez déjà, lorsque la communauté internationale te déteste, elle n'a pas besoin d'un mandat d'arrêt venant de ton pays pour qu'elle puisse te lancer un mandat d'arrêt. Or, si elle te protège, quel que soit le mandat d'arrêt ou bien les mandats d'arrêt venant de ton pays, elle ne peut jamais te livrer. C'est ça le cas de Guillaume Soro. C'est-à-dire, tellement la communauté internationale protège Guillaume Soro, quels que soient les mandats venant de la Côte d'Ivoire, ne pourront pas intimider la personne de Guillaume Soro parce que elle-même, cette personne de Guillaume Soro est protégée par cette même communauté internationale. Et Guillaume Soro est les dernières cartes qu'ils veulent jouer contre Alassane Ouattara pour le faire tomber aux élections futures. Donc, ils peuvent jamais, ces gens-là ne peuvent jamais arrêter Guillaume Soro. Et ils savent ce que Guillaume Soro a commis comme crime en Côte d'Ivoire. Ils voient, mais ils ferment les yeux parce que Guillaume Soro est leur partenaire. Quel que soit ce qu'il préparera, écoute téléphonique, même s'il a été pris en flagrant délit, Soro Guillaume ne pourra jamais être liquidé parce que c'est leur dernière carte. Après Alassane, ils voient Soro Guillaume, ils voient personne d'autre que Soro Guillaume. Et donc, voici le vrai problème. Voilà pourquoi le gouvernement ivoirien lance des mandats d'arrêt, comment il s'appelle? Abdou Richard, il va beau se fatiguer, mandat d'arrêt sur mandat d'arrêt, il ne pourra jamais arrêter Soro parce qu'il est protégé par cette même communauté internationale qui veut utiliser Soro contre Alassane Ouattara. Donc, voici le double jeu. Sinon, si la communauté internationale était à 100% pour Alassane Ouattara, mais je vous le dis, pour détruire Soro, c'est à la minute. Je dis bien, pour détruire Soro, là, c'est à la minute. Ils allaient même le liquider. Et qui allait critiquer? Ils vont dire non, ça c'est un mandat d'arrêt politique. Et puis ils n'ont rien à foutre. Est-ce que ceux-là, ils respectent les règles internationales? Ils ne respectent aucune loi internationale. Communauté internationale ne respecte rien. Eux, ils respectent ce qui leur fait du bien. Ce qui est en leur faveur, c'est ce qu'ils respectent. S'ils voient que loi internationale, ce n'est pas en leur faveur, ils violent ça et puis ils s'en vont faire n'importe quoi. C'est quand ça les arrange, ils appliquent les lois internationales. Quand ça y est en leur défaveur, ils n'appliquent pas ça. Ils violent ça. Il faudrait que les gens comprennent. Donc, ils allaient appliquer la loi internationale qui dit quand un pays qui a un accord avec ses partenaires, un accord juridique bien sûr, et que ce pays a un ressortissant de l'autre côté qui menace de déstabiliser, ou bien qui a posé des actes néfastes envers ce pays, et que ce pays délivre un mandat d'arrêt contre son citoyen, l'autre État a l'obligation de coopérer étroitement. Mais si l'autre ne respecte pas ça, c'est que il a besoin de votre citoyen pour pouvoir
régler certains problèmes dans votre pays. Donc, ils le protègent. Mais s'ils liquident Soro, eux, ils vont encore jouer quelle carte? Ils vont jouer quelle carte? Après Alassane, ils vont jouer quelle carte? Donc, ils ne veulent même pas livrer Soro. Voilà d'où viennent les discours guerriers de Guillaume Soro à l'encontre de l'État ivoirien. Et donc, Alassane aussi, il est pris entre deux pièges. Il ne peut rien faire. Il voit que son gouvernement est menacé. Mais de façon obscure. Son gouvernement est menacé de façon pas de façon officieuse. De façon officieuse, Alassane et son gouvernement sont conscients. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas aussi aller signer un accord militaire avec une autre grande puissance. Le faire, c'est de déclarer la guerre officiellement avec la France. Alors, elle sera obligée de mentir et déclencher une foudre médiatique sur le président ivoirien. Et suite à ça, il y aura des embargos qui vont frapper la Côte d'Ivoire. Et suite à ces embargos, ils vont mettre la main sur les biens du président qui sont hors du pays. Alors, Alassane, connaissant cela, sachant cela, parce qu'il les connaît bien, il sait comment il procède, il est obligé de calmer les ardeurs. Il est obligé de faire comme s'il ne voyait rien. Parce qu'il sait que s'il veut faire un bras de fer avec la France, tout de suite, il sera accusé de dictateur et tout, embargo sur la Côte d'Ivoire et tout. Et s'il y a des embargos, ils vont bloquer les biens du président Alassane. Ils vont bloquer ses biens. Ils vont lui lancer un mandat d'arrêt international, il est recherché. Ils vont provoquer une guerre. Donc, du coup, il sera en mal. S'il provoque une guerre, il lui lance un mandat d'arrêt international. Mais si c'est mou, il va fuir pour aller où? Il va fuir pour aller où? Ça serait un problème. Parce que dès qu'il prend l'avion, de nos jours, Amérique, Côte d'Ivoire, ce n'est pas trop fiable. Il faut d'abord passer dans les pays européens. Donc, si jamais il prend un avion, il veut aller aux États-Unis, en passant par l'Europe, ils vont l'arrêter. Si l'Amérique dit non, c'est notre citoyen, la France aussi va dire c'est notre citoyen parce qu'il a une nationalité française. Donc, on va gérer son cas en Europe. Voilà le vrai danger qui guette le pouvoir ivoirien. Et que beaucoup de personnes ignorent. Donc, on n'ignore plus cela. N'ignore plus cela parce que c'est très important. Alors, Alassane ne va pas être candidat cette année. Pour ceux qui pensent qu'il va être candidat, non, il ne va pas être candidat. Ça a été clair à l'Élysée. Au début, Macron le soutenait, mais suite au mensonge, suite à ce que Alassane a fait croire à Emmanuel Macron, pour dire non, tous les pays sont d'accord, et c'est avéré que non, c'était du faux, et que les autres pays s'opposaient, ne veulent même pas intégrer cette histoire de truc d'éco proposée par Macron et Alassane. Eux, ils veulent proposer leur propre éco, basé sur d'autres lignes politiques qui ne seront pas sur les lignes politiques de la France et de la Côte d'Ivoire. Donc, Macron s'est désengagé du soutien apporté au gouvernement ivoirien. Et alors, suite à ça, ils ont fait comprendre à Alassane de ne pas se représenter. De ne pas se représenter. Et que pour ouvrir le jeu politique, il faudrait qu'il y ait des nouvelles têtes, des nouveaux candidats. Et qu'ils ne veulent pas que Alassane se présente. Donc, du coup, il sait comment il procède. S'ils lui disent de ne pas se présenter et qu'il s'endette de vouloir se présenter coûte que coûte, mais ils vont l'accuser de dictateur. Ils vont dire que les élections ne seront pas apaisées et que c'est un danger. Comme ça, ils vont tout de suite faire une campagne médiatique et nuire le nom, détruire l'image d'Alassane. Alors, pour éviter ça, Alassane a décidé de ne pas se présenter. Mes frères, je vous dis ce soir que le candidat du RADP sera bel et bien Kablan Dekan. Il sera le candidat du RADP. Et donc, il va représenter le RADP aux élections présidentielles de 2020, 21 octobre 2020, candidat RADP, Kablan Dekan. Est-ce que vous comprenez? Kablan Dekan sera le candidat du RADP. Alors, suite à cela, pourquoi je le dis? Il y a autour d'Alassane, il n'y a pas assez de personnes qui ont été formées pour pouvoir prendre la relève d'Alassane Ouattara. Il y a deux grandes personnalités qui ont été formées autour d'Alassane Ouattara. Il y a Amadou Gon Coulibaly et Kablan Dekan. Donc ces deux personnalités ont été formées, sincèrement, politiquement parlant, pour que si Alassane n'est plus là, il puisse prendre la relève. Mais il y a encore une autre image, puisque les gens ont toujours accusé le gouvernement ivoirien actuel d'être un gouvernement clanique. Un gouvernement
ethnocrate, en fait. C'est-à-dire, les gens reprochent au gouvernement ivoirien de choisir des gens qui viennent seulement du nord, de même ethnie, de même région et appartenant à la même religion. Donc, pour laver l'image du RADP et faire comprendre aux gens que le RADP n'est pas un parti politique clanique, n'est pas un parti politique religieux, n'est pas un parti politique ethnocrate. Alors, Alassane Ouattara a décidé de présenter quelqu'un qui n'est pas Djoula, qui ne vient pas du Nord non plus, mais qui est RADP. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas Amadou Gon Coulibaly, c'est Kablan Dekan qui est fidèle à l'idéologie politique d'Alassane Ouattara, mais qui n'est pas non plus Djoula, qui n'est pas non plus musulman. Donc en présentant Kablan Dekan comme candidat légitime du RADP, ça lave totalement l'image du RADP et ça humilie ceux qui critiquaient le RADP d'appartenir, d'être un parti politique plutôt, ceux qui critiquaient le RADP d'être un parti politique religieux ou ethnique ou soit quoi là, ça apporte la honte sur ces personnes. Et ce n'est pas pour rien que Kablan Dekan a été nommé vice-président. Ce poste a été créé pour qu'il puisse connaître le poids et la diplomatie politique d'un président. Pour qu'il puisse être formé politiquement, pour qu'il puisse connaître la valeur d'un président. Pour ceux qui remarquent bien, Kablan Dekan, souvent Alassane était là, mais Kablan Dekan était envoyé à la place d'Alassane, c'est-à-dire il représentait Alassane comme second président de la Côte d'Ivoire. Donc il a été formé par Alassane, il lui a montré comment il faut gérer un gouvernement. Souvent, Kablan Dekan prend des décisions comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. Et Alassane, mais derrière Alassane est là, il lui montre les tactiques, les topos, comment il devrait procéder. Donc, dans tout ça là, il est formé. Et il a formé Kablan Dekan durant 5 ans. Durant 5 ans ou 4 ans, Kablan Dekan a été formé politiquement par Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly a été formé politiquement par Alassane Ouattara. Mais il y a encore un problème. Le problème, c'est que Amadou Gon Coulibaly, il est très intellectuel, c'est quelqu'un qui est très cultivé. Ça, il n'y a rien à dire. Mais le problème, être intellectuel ne veut pas dire être un bon politicien. Sachant bel et bien qu'il a, il a la sagesse, il a les facultés de diriger la Côte d'Ivoire, mais le problème, il n'a pas le charisme. Il ne représente pas quelqu'un qui peut réellement faire la politique, rassembler les Ivoiriens et se comporter comme Alassane Ouattara. Même aussi, au temps d'Alassane Ouattara, il réussit à gérer le gouvernement, parce que c'est son gouvernement, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Mais est-ce qu'être président, il pourra être à la hauteur? Voilà le vrai problème. Est-ce qu'il est aimé par les partisans du RADP? Voici le problème. Parce que présenter un homme comme Amadou Gon Coulibaly comme candidat aux élections présidentielles, bien sûr, face à un Tieni Banani Soro Diom, je pense que beaucoup de Djoula, beaucoup de militants du RADP vont déserter, ils vont rejoindre Soro. Parce que je vous le dis, d'autres sont RADP, mais ils détestent Amadou Gon Coulibaly. Je vous le dis. Beaucoup m'ont contacté, ils ont dit, ah, nous on est RADP, mais Amadou Gon Coulibaly nous énerve. On ne l'aime pas, il est trop dur, et puis il ne respecte pas ses homologues ministres. Beaucoup disent ça, qu'il ne respecte pas les ministres, que lui-même il a nommé. Il les insulte, il les traite mal. Et que parmi, il y a beaucoup de ministres qui le détestent. Mais qu'on dit, il est très dur, il est mauvais. Il est avare, beaucoup le disent. Et donc, beaucoup de militants détestent Amadou Gon Coulibaly. Ils préfèrent Kablan à la place de Gon Coulibaly. Donc, imaginons que si le RADP fait une petite erreur de mettre Gon Coulibaly comme candidat, mais c'est mou. C'est mou. Non seulement ceux qui n'appartenaient pas, ceux qui font confiance en ce moment au gouvernement du RADP, qui sont du côté, qui ne sont pas du nord bien sûr, qui sont du centre, de l'ouest et tout, au nom de Kablan Dekan. Parce que Kablan Dekan, n'oublions pas, il est aussi influent, c'est une personnalité influente. Kablan Dekan est une personnalité influente. Et choisir Kablan Dekan, c'est aussi de recruter des militants au centre de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire
au centre de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, pour les ajouter sur les militants du RADP. Parce que c'est la stratégie qui fait la politique. Mais Ekate Kabla Dekan et choisi Amadou Gon Coulibaly, c'est que le RADP veut seulement les militants du Nord. Parce que beaucoup qui vont venir du centre et du sud vont fuir le RADP. Ils vont dire, mais c'est un parti politique xénophobe. Les opposants auront des arguments solides pour dénigrer le RADP lors des campagnes présidentielles pour dire, on vous avait dit, votre équité, les Gon Coulibaly viennent, tout est du Nord. Tout est du Nord, à part le Nord, il n'y a pas autre chose. C'est comme si au sein du RADP, il n'y avait pas quelqu'un d'autre capable de gérer le RADP ou gérer le pays, à part les nordistes. Et ils vont dénigrer. Beaucoup vont déserter parce que, je vous le jure, il y a beaucoup qui ne sont pas des nordistes qui sont au sein du RADP. Pourquoi ils sont là-bas? D'autres ont intégré le RADP parce que, n'oublions pas en Côte d'Ivoire, les gens, ils suivent les partis politiques au nom de leur leader. Régionaux. Des gens, ils supportent les gens à cause des régions ou bien des religions. Lui là, il est de quelle religion? Il vient de quelle région? Mais nous les autres, on est à part parce qu'on a compris. Nous les autres, on connaît, on ne supporte pas les gens à cause de leur appartenance ethnique ou bien à cause de leur appartenance religieuse. Non, on supporte les gens à cause de leur philosophie visionnelle, à cause de leurs actes politiques qu'ils posent sur le terrain. C'est ça, nous on regarde pour choisir des gens. Mais d'autres, ils ne regardent pas. Il faut bel et bien faire des routes, des ponts. Il faut envoyer des opérateurs économiques, ils s'en foutent. Ils te regardent, tu viens d'où? Tu viens de quelle région? Et s'ils tombent amoureux de toi, c'est fini. Quelque chose là où tu pars, ils te suivent. Même si tu ne gouvernes pas bien, tu es mauvais, tu es un mauvais candidat, tu es un mauvais dirigeant, ils s'en foutent, ils sont avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le RADP veut gagner des voix, il faudrait qu'il choisisse Kabla Dekan. Ou bien quelqu'un qui n'est pas du Nord pour recruter des gens ne venant pas du Nord seulement, des militants qui ne viennent pas du Nord. Mais s'ils font l'erreur de nommer un candidat venant du Nord, tous les autres, ils vont fuir. Ils vont fuir. Les militants qui faisaient confiance au RADP qui ne sont pas du Nord, ils vont fuir le RADP. Parce que tellement le dénigrement sera fort et intense sur le terrain, beaucoup vont déserter au sein du RADP. Donc, à bon entendeur, salut. Raison pour laquelle Soro Guillaume, quand vous le voyez, parce qu'il avait ses ambitions politiques, il allait prendre femme BT pour se faire aimer par les BT. Et dans son cas, il s'en va, il recrute des gens. Non seulement il a les nordistes, mais il a pris aussi des gens qui ne sont pas des nordistes pour les mettre, exemple, Alain Lomognon, qui vient de Frescosaï, de l'autre côté, de la Côte d'Ivoire, du côté opposé. Il allait prendre Alain Lomognon, il dit, toi, tu es mon gars sûr. Il prend des gens comme ça. Et imaginons, les gens de Fresco, si Alain Lomognon, Soro Guillaume est candidat, vous pensez qu'ils vont voter qui? Mais ils vont aller voter Soro. À cause de qui? Mais à cause d'Alain Lomognon. Parce qu'il va aller là-bas pour dire aux Gaudier là, supporter Soro Guillaume parce que je suis votre fils. Et c'est ce qu'il va faire. Ils vont, Soro Guillaume, il recrute des gens comme ça, à peu près partout en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le RADP devrait faire. Mais si le RADP ne le fait pas, et fait l'erreur de nommer encore un candidat venant du Nord, ça va peser, il aura des conséquences en néfastes sur les élections du RADP en 2020. Alors, comment Ahmed Bakayoko a su déjouer la rébellion de Guillaume Soro? Ce n'est pas parce que Guillaume Soro, ses gars ont été arrêtés partout qu'il a cessé, non. Guillaume Soro avait la capacité de frapper la Côte d'Ivoire depuis son exil. Il avait la capacité et les moyens de déclencher une rébellion au sein de la population ivoirienne. Mais Ahmed Bakayoko a compris. Il a compris, c'est-à-dire il a fait la procédure que les Américains avaient faite en Colombie. Lorsque ces Américains pourchassaient Pablo Escobar, le plus grand dealer du monde entier, feu Pablo Escobar, de la manière les Américains le traquaient. Et puis ils ne réussissaient pas à mettre la main sur lui avec toute la technologie dont disposaient les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pris à sa famille parce qu'il aimait beaucoup sa famille. Ils ont arrêté ses enfants et sa femme. Donc, sachant bel et bien qu'il est conscient qu'il est, on lui a dit, ta famille a été arrêtée et tout. C'est là, il a perdu le moral. C'est là, Pablo Escobar a été démoralisé, déstabilisé.
il était obligé d'appeler sa famille à chaque moment. Et c'est comme ça ils l'ont repéré, ils l'ont localisé, ils ont su où il était et ils sont allés l'abattre. Alors, Soro Guillaume, comme Ahmed Bakayoko a fait, il a mis cette procédure, cette démarche sur pied pour affaiblir Soro Guillaume, même s'il est dur, s'il est teigneux, s'il ne veut pas négocier et qu'il se joue les dangereux, il doit comprendre, et il a compris aussi, qu'il fallait aller doucement, il fallait passer par le gouvernement français pour pouvoir arriver paisiblement en Côte d'Ivoire et non arriver en Côte d'Ivoire par les armes. Raison pour laquelle il va croiser Macron. Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko a fait? Il a compris qu'il fallait arrêter les frères de Guillaume Soro. C'est très important. Parce que s'il ne les arrêtait pas, les jours à venir, eux aussi, ils allaient quitter le pays. Ça, c'est un. Les amis de Guillaume Soro, ils allaient quitter le pays en cachette et étant là-bas déclencher la guerre. Mais ce qu'Ahmed Bakayoko a fait, il a arrêté tous les proches de Guillaume Soro. Guillaume Soro sait que ses proches lui coûtent très cher. Et Ahmed Bakayoko allait encore plus loin. En frappant très fort, il allait arrêter les deux frères de Soro Guillaume. Alors, il a démoralisé Soro Guillaume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait encore plus fort. Il a pris le petit frère de la femme de Guillaume Soro. Parce que dans la famille de la femme de Guillaume Soro, elle a des frères, des sœurs. Mais parmi eux, là, elle adore. Vous pouvez avoir des frères et sœurs, mais parmi vous, entre frères et sœurs, là, il y a un que vous aimez beaucoup. Est-ce que cela ne vous a jamais arrivé? Il y a un parmi eux tous, là, vous aimez les autres, mais il y a un parmi tes frères ou sœurs, là, quand tu ne le vois pas ou tu ne la vois pas, tu n'es pas à l'aise. Quand tu vois cette personne, tu es à l'aise, tu te sens, vous causez bien, vous confiez des secrets pas possibles. C'est ce dernier-là, le petit frère de la femme de Guillaume Soro, parce qu'elle aimait trop son petit frère, ce dernier-là. Ahmed Bakayoko allait frapper là-bas. Il a arrêté ce dernier-là pour dire, si tu ne veux pas encadrer, canaliser ton mari, et qu'il tente de faire un coup d'État ou une rébellion, on va les exécuter. Et donc, du coup, Soro Guillaume étant conscient que ses frères sont dans les mains du gouvernement ivoirien, précisément d'Ahmed Bakayoko, le petit frère de sa femme est dans les mains d'Ahmed Bakayoko. Donc, du coup, Soro Guillaume, il est mou. Il ne peut plus déclencher une guerre, ainsi que ses amis. Parce que faire déclencher une guerre est égal à la mort de ces trucs. Ils vont dire, ah, c'est dans la confusion, ils sont morts. Donc, il est obligé de faire doucement. Il veut pas demander pardon, il a la haine. Et Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly, ils savent tous ces deux hommes savent bel et bien que leur ennemi numéro 1, c'est Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, il sait que ses ennemis numéro 1 sont Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly parce qu'ils se détestent, ces trois-là. Ils se détestent. Et s'ils font l'erreur de perdre le pouvoir, Soro Guillaume ne va même pas hésiter un instant de les éliminer. Il faudrait qu'il soit conscient aussi de ça. C'est-à-dire, Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui est très très rancunier. Il ne laisse pas à faire tomber. Ça va prendre des années, il va faire comme s'il sourit. Avec son sourire de canassier, il va, hey, faut pas penser qu'il t'aime. C'est pas un sourire d'amour. Il va sourire, il va te sourire. Mais derrière ce sourire se cache un meurtrier. Se cache quelqu'un qui est très rancunier. Et il va leur faire la peau. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Non seulement il va bloquer leur compte bancaire partout. Parce que si jamais Soro vient au pouvoir, il ne va rien faire de bon. Son premier mandat, il va passer son temps à pourchasser les opposants. Surtout les membres du gouvernement. Il va passer tout son temps à les pourchasser partout dans le monde, bloquer leur compte bancaire, leur rendre la vie dure. Même s'il faut envoyer des milliards aux gens pour dire, non, qu'à les éliminer, là où ils sont partis, il va le faire. Son premier mandat, c'est ce qu'il va faire. Il ne va rien construire. Premier mandat, il va passer son temps à pourchasser les gens, à éliminer les gens. Pour dire, il faudrait que moi, Soro, je sois seul. Parce que si lui, là, il ne quitte pas, je ne pourrais pas gouverner paisiblement. Écoutez l'écoute téléphonique de Bassolé Guillaume Soro, où il disait, si ces deux généraux sont là-bas, le Burkina ne sera pas truc. Mais moi, Soro Guillaume, personnellement, je vais m'engager pour les éliminer. Ça veut dire, depuis la Côte d'Ivoire, ces généraux ont fait quoi à Soro Guillaume? Et il les déteste depuis la Côte d'Ivoire. Il dit, pour que le Burkina soit tranquille, il faudrait que lui, Soro Guillaume, il fasse tout pour tuer ces gens-là. Imaginons en Côte d'Ivoire. Imaginons un instant en Côte d'Ivoire. Si ce n'est de faire que c'est du coup il devient président. Vous pensez qu'il va rigoler? Non. Il va dire si lui là, Ahmed Bakayoko n'est pas éliminé. Si Amadou Gon Coulibaly ne quitte pas. Lui là ne quitte pas. C'est militaire.
le frère d'Alassane, les militaires formés par Maître Bakayoko, si eux tous ils ne sont pas éliminés, moi, Soro Gang, je ne pourrais pas m'asseoir tranquillement, je ne pourrais pas bien dormir. Il faudrait que je les élimine. Il va les éliminer un à un. Il va les éliminer tranquillement. Donc, voici le vrai danger. Voici le vrai danger. Donc, le gouvernement ivoirien doit bien se comporter vis-à-vis de la personne de Soro. Si vous rigolez avec lui, il ne va pas rigoler avec vous. Si vous lui faites les yeux doux, en retour, il vous fera les yeux durs. Si vous le caressez, en retour, il va vous tabasser. Si vous l'affamez, en retour, il va vous enterrer. Il faudrait que ça soit clair. À vous de jouer. Gbagbo a plaisanté. Il sait où il est. Si vous plaisantez, vous savez là où vous allez vous trouver. Gbagbo, il est en vie. Mais pour vous, ça va être pire. Si vous jouez avec Osoro Guillaume. Alors, à vous de jouer. Les cartes sont entre vos mains. Parce que le 21 octobre 2020, rien n'est garanti encore que vous soyez au pouvoir. Donc, avant que le 21 octobre n'arrive, faites ce que vous pouvez faire. Parce que si le 21 arrive et que vous n'êtes plus au pouvoir, vous ne pouvez plus prendre une décision quelconque. Ça sera trop tard. Alors, on dit tout près n'est pas loin. À vous de jouer les cartes. Je tiens aussi à rappeler, concernant l'enrôlement, c'est un peu compliqué. Le gouvernement doit revoir sa manière de faire. L'enrôlement, vous savez, en Côte d'Ivoire, on est peuplé. Hein? On est maintenant 27 millions, 26 millions là. Bon, il y a d'autres étrangers qui ont les documents ivoiriens et tout. D'autres sont ivoiriens. Donc, si on veut trier les étrangers qui n'ont pas encore de documents ivoiriens, ils peuvent atteindre au moins 5 millions, à ce que je sache. Bon, parmi les 5 millions, si on veut enlever aussi les mineurs, ceux qui n'ont pas encore 18 ans, ils peuvent atteindre, je ne sais pas, au moins, ceux qui ont 18 ans, ils peuvent atteindre, ceux qui n'ont pas encore 18 ans, ils peuvent atteindre au moins 7 millions ou 6 ou 8 millions. Donc, on suppose que ceux qui peuvent voter en Côte d'Ivoire, ils sont environ 12 à 13 millions qui sont capables d'aller aux élections et choisir le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, le système, le dispositif d'enrôlement mis sur pied par le gouvernement ivoirien n'est pas du tout apprécié par les Ivoiriens. Je ne dis pas qu'il y a de la triche, mais c'est lent. Les élections sont proches. Des gens y travaillent. D'autres même ont pris congé pour pouvoir venir se faire enrôler. Mais tu vas prendre congé une semaine chez ton patron. Tu as lutté, il t'a donné, parce que prendre congé en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Tu as lutté, il t'a accordé le petit congé. Tu viens te faire enrôler, tu restes au dehors pendant longtemps, nuit et jour. Et vers la fin, on ne t'enrôle pas. Les une semaine passe, le travail va recommencer. Tu vas encore dire, patron, il faut proroger mon truc, mon séjour, ou bien mon congé. Il va dire, tu es radié, tu es renvoyé. Et ces gens-là vont manger quoi? Donc, imaginons à Yopougon, ils vont mettre un seul centre d'enrôlement. Mais les gens de Yopougon, ils sont au nombre de combien? Même si on mettait 10 centres d'enrôlement, c'est peu. Je dis bien c'est peu. 10 centres d'enrôlement, ça ne fait pas l'affaire dans la commune de Yopougon. Ils vont aller à Bobo. Ils vont mettre combien de centres d'enrôlement? Ils vont mettre 2 centres. Mais c'est peu. Les Abobolais sont nombreux. Ils vont mettre combien de temps pour se faire enrôler? Des mois et des mois. Et on sait que l'enrôlement, quand ça se passe, pour que les pièces sortent, c'est encore un problème. Souvent, les pièces se perdent. Ta pièce se retrouve à l'ouest, au fond de la Côte d'Ivoire. D'autres, c'est au nord. Il faut encore prendre un transport. C'est compliqué. Pour faire sortir les pièces, c'est difficile. Pour se faire encore enrôler, c'est difficile. Moi, ce que je suggère au gouvernement ivoirien, permettez aux Ivoiriens d'avoir accès au commissariat aussi, en dehors de vos centres que vous avez mis sur pied, dans chaque commune, dans chaque ville et chaque village. Permettez au commissariat aussi de prendre aussi les dossiers d'enrôlement en main. Comme ça, les gens pourront se rendre aussi dans les commissariats pour se faire enrôler. D'autres pourront se rendre dans vos centres que vous avez mis sur pied. Les bureaux d'enrôlement qui sont déjà sur pied. D'autres peuvent se rendre là-bas. D'autres dans les commissariats. Et s'il faut même, pour se faire enrôler, pourquoi pas? Ils peuvent, dans les mairies, ils peuvent créer des bureaux d'enrôlement dans les mairies pour faciliter la tâche à l'enrôlement, pour que les choses aillent plus vite. Comme ça, en moins de 3 mois, tout est fini.
4, 5, 6e mois, les pièces d'identité sont déjà sorties. Chacun a déjà sa pièce d'identité. Et là, voilà, tu sais où tu vas aller voter. Et en octobre, voilà, avant octobre. Non, en octobre, il y aura la campagne qui va se déclencher. Et la saison des pluies arrive. Donc, faciliter les choses. Et permettez au commissariat de faire enrôler les gens, les mairies, créer des bureaux au sein des mairies pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de se rendre là-bas. En dehors de ça, les bureaux d'enrôlement que vous avez déjà créés, et ça y est déjà là. Donc, tout ça là, ça va permettre aux Ivoiriens, lui qui veut aller dans une mairie pour se faire enrôler, il se rend là-bas. Lui qui veut aller au commissariat, il se rend là-bas. Lui qui veut aller dans un bureau d'enrôlement, il se rend là-bas. Et quand c'est comme ça, tout va vite. Il n'y aura plus assez d'embouteillage, une marée humaine, les gens vont se bagarrer dans le but de se faire enrôler. Non. Et les dossiers seront vite traités. Les dossiers seront vite traités. Même dans les écoles, vous pouvez permettre aux gens formés des jeunes des différents quartiers se rendre dans les écoles. Oui, la nuit, parce que la journée, il y a cours. Maintenant, la nuit, dès que les élèves sortent, vous mettez des ampoules et tout. Ceux qui quittent au boulot, voilà, parce que la journée, d'autres s'en vont travailler. Donc, il faudrait que aussi ça travaille la nuit. Si on veut faire quelque chose pour que ça aille vite et précis ainsi que concise, il faudrait que tous les moyens soient mis à leur disposition pour que ça aille vite. Si c'est en Europe, la nuit, ils font. Mais il y a des boulots de nuit. Donc, ceux qui travaillent matin, qui n'ont pas le temps d'aller se faire enrôler la nuit, dès qu'ils quittent au boulot à 18h, à 19h, ils peuvent se rendre là-bas. Donc, à 18h, vous ouvrez les écoles, vous faites enrôler les gens jusqu'aux environs de 22h, vous fermez. Matin à 8h, les gens doivent commencer. Ceux qui travaillent la journée, ils commencent. Donc, de 8h jusqu'à 17h ou 18h, ils arrêtent. Quand ils arrêtent, ceux de nuit, ils recommencent. Vous allez voir. À moins de 2 mois seulement, vous allez enrôler tous les Ivoiriens. 3, 4, 5e mois, chacun aura sa pièce nationale d'identité. Et puis c'est fini. Le débat est clos. On attend maintenant l'élection. Mais ne faites pas truc. Tout le monde ne va pas se faire enrôler. D'autres vont se plaindre. L'élection va arriver. Beaucoup ne vont pas voter. C'est pas bon. C'est tout ça qui amène des conflits. Pour éviter ça, essayez de mettre le paquet. Mettez les moyens à la disposition du peuple ivoirien. Formez des jeunes. Ils vont faire enrôler les gens les nuits dans les écoles, dans les commissariats, dans les mairies, ainsi que le bureau d'enrôlement que vous avez déjà mis sur pied. Permettez aux gens d'aller se faire enrôler. Dans tous les cas, les machines seront interconnectées. Ceux qui se sont fait enrôler dans tel coin, leurs noms seront connus parce que les machines seront interconnectées. Les documents vont aller dans un seul bureau et ils vont traiter les documents là-bas. On sait que lui là, il a été enrôlé dans telle école, dans telle commune ou dans telle ville. C'est là-bas on envoie sa pièce. S'il veut retirer sa pièce, il se rend là-bas. Tu t'es fait enrôler dans tel commissariat, c'est là-bas on envoie tes documents. Tu t'en vas retirer. Dans telle mairie, tu te rends là-bas, tu retires ta pièce. Dans tel bureau d'enrôlement, tu te rends là-bas, tu prends ta pièce. Et c'est clair. Mais pourquoi essayer de rendre compliqué ce qui est facile? Mettez les moyens. On va quitter ici. Donc, c'était ma petite remarque sur cette histoire d'enrôlement. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien et complet. En ensemble, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive l'Afrique. Ciao.